Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis sur Radio Maalif, un nouveau podcast Icône est là pour vous aujourd'hui. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quotidien, dans vos transports, dans vos séances de sport, dans vos séances de ménage, dans tout ce que vous avez envie de faire, en ayant quelque chose d'intéressant dans les oreilles. Nous avons cette ambition. Nous avons également l'ambition aujourd'hui, je pense qu'on l'a réussi, de constituer une équipe inédite, faite résultat d'un turnover sévère. Alors devant moi, c'est Rita. Salut Rita. Hello. Activiste culturelle, qu'on voit beaucoup dans les festivals. Donc là, on ne te voit plus du tout. Et on le regrette. Marhaba bik Rita. Merci. Ça va? Allah ybarak fik. Ouais, super. Et toi? Et à ma droite, moi, ça va très bien. Enfin, j'aimerais bien quand même qu'ils nous laissent faire des festivals. Grave. Voilà. Et à ma droite, Younes. Comment ça va, Younes? Ça va très bien. Alors, toi, tu as pris au pied de la lettre la démarche. On vous a dit, venez présenter des icônes. Et tu nous as envoyé un message et tu es là. Ah bah oui. Comme quoi ça marche. En tout cas, merci de m'avoir accueilli et de me donner cette chance de parler d'une icône. Allah yaoudi. Et donc, on va rester sur ce mystérieux Younes. Oh, ouais. Enfin, podcasteur, marketeur, si tu veux. Podcasteur. Mais tu fais des podcasts. Comment il s'appelle ton podcast? C'est Binat Talk, c'est un podcast sociétal. Super. Donc, ça se trouve sur les plateformes de podcast, tout ça? Oui, exactement. Eh ben, très bien. Voilà. Nous sommes ceux qui, dans le podcast, fait la promotion des podcasts. Voilà. Mais j'adore les podcasts. J'adore les podcasts. Moi, j'en écoute beaucoup. Et l'idée d'en faire un est venue aussi parce qu'on en a écouté d'autres. Donc, Ouais, j'espère que ton podcast va connaître les lumières de la gloire. Oh, oui, je l'espère aussi et j'espère que on va participer à quelque chose, à libérer peut-être la parole et à donner la chance à d'autres personnes de s'exprimer comme ils le souhaitent. Eh ben, commence déjà toi par t'exprimer sur ton icône. Tu as envie de parler de qui? Je vais vous parler de quelqu'un qui m'a marqué enfant. Je pense qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. C'est un footballeur. C'est quelqu'un qui est de ma génération, qui a marqué les gens de ma génération. Alors j'ai écouté. À chaque fois qu'on fait comme ça une intro un peu mystérieuse, je suis obligé de rappeler quand même que le nom de l'icône est dans le titre. Donc tes effets sont très travaillés, mais ils sont un peu inutiles. Okay. Il s'appelle Camacho. Oui, exactement. Voilà. Abdel Hadda, a.k.a. Camacho, le footballeur qui n'a rien de spécial, mais qui était assez performant. Tu es fou, il a marqué en Coupe du Monde. Combien il y en a gars qui ont marqué en Coupe du Monde? On n'en a pas beaucoup, la vérité, mais c'est quelqu'un qui était très sobre dans son foot, qui était assez classique, c'est le numéro 9 classique. Ah, c'est l'avant-centre. L'avant-centre. Sauf que, contrairement à d'autres joueurs, il était efficace en équipe nationale. Et il a eu un pic d'efficacité en été 1998. Exactement. Ce que tous les Marocains ont envie de lui embrasser la tête. Exactement. Et c'est quelqu'un qui n'est pas de Kazan, qui ne vient pas ni du Wydad ni de Raja, qui vient du Codem, de Meknes. C'est quelqu'un qui s'est lancé très jeune, à 20 ans peut-être. Il faut déjà dire aussi que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très défavorisé. C'est une vraie ascension sociale, c'est quelqu'un, alors le foot en général, effectivement c'est plutôt les gens des quartiers populaires, mais alors Alger, il vient vraiment d'une situation familiale très difficile. Exactement. Et qui s'est distingué dans le championnat national. Il a marqué, je pense, 60 buts avec le Codem, avant de partir en Arabie Saoudite, de jouer avec l'Ittihad, et puis de jouer en Coupe du Monde. Et ça, c'est assez spécial pour nous. On n'a pas vu beaucoup de joueurs jouer en Coupe du Monde. On a eu une sécheresse de 20 ans et qui a marqué en 2 matchs. Et il a toujours marqué dans les matchs décisifs. Et c'est dingue parce qu'il n'était pas un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque. Moi, je me rappelle quand on allume la télé en 98, ceux qui suivaient le foot, l'attaque était en chantier. Il y avait Bassel qui était plus ou moins toujours titulaire parce qu'il avait une vraie constance. Mais à côté, voilà, ça pouvait être d'autres. Et ça a été lui et ça a été magnifique. Ben oui. Et surtout, voilà, il était à côté de grands joueurs. On se rappelle très bien de Béza, mais avec lui en 98, c'est vrai qu'il y avait Chipo, Basser qui ont joué à côté de lui, mais il y avait aussi Rocky, il y avait d'autres joueurs qui pouvaient jouer titulaire à sa place. Bien sûr. Tahar, comment tu peux ne pas... Ah oui. Parce que c'est lui qui l'a servi ses buts sur un plateau. Ah, exactement. Après, ce qui le distingue aussi, il y a cette photo qui est très marquante dans ce premier match avec la Norvège, où il parle avec Henri Michel. Et moi, j'ai très rarement vu un coach parler avec un attaquant, surtout qui n'est pas capitaine d'équipe, en plein match. Et ça le caractérise parce qu'il était très intelligent tactiquement. Et on voit par la suite son but.
Et l'idée, d'après lui, ce qu'il lui a expliqué, c'est qu'il a remarqué qu'il y avait une ligne de défense qui était assez haute, et ils ont joué sur cette ligne-là de casser leur jeu. Et c'est quelque chose d'assez spécial d'avoir un attaquant très intelligent tactiquement. Et puis, par la suite, moi, je dirais, ce qui m'a marqué, moi, c'est surtout ces coupes de cheveux, ces teintes de cheveux, et surtout, sa célébration de but. Je pense qu'on a très rarement vu un joueur marocain qui a une célébration. Aujourd'hui, il peut en prendre plein de cartons jaunes, mais avec son maillot derrière la tête et avec le drapeau du Maroc. C'est pour ça qu'ils l'ont interdit. D'ailleurs, c'est le lever de maillot. Franchement, c'était très marquant de voir un joueur comme ça, qui a une carrière, je dirais, assez... De jouer en Tunisie aussi. Hein. Oui, voilà, il a joué en Tunisie. Après la Coupe du Monde, il est parti en deuxième division espagnole. Ouais, il n'a pas joué il n'a jamais joué dans un très très grand club. Mais à l'époque, il y avait des grands joueurs de l'équipe nationale. Alors tu dis, c'est pas un joueur du WAC ou du Raja, mais en fait, l'équipe n'est pas du tout du WAC ou du Raja. C'était 98 de tête, je vais te la faire, Benzekri et Stat. En défense, tu as effectivement Nibet WAC, tu as Saber, non, tu as Hadrioui de Jish, tu as devant Tahar El-Khlish qui est de Marrakech et Chipo qui est de Qnitra. Et Shiba, je pense qu'il est du FUS. Devant, tu as Basser et Camacho de Meknes. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y avait le Botola était capable de sortir toute cette équipe-là dans toute sa splendeur, hein. C'est-à-dire, on a cité là Meknes, Marrakech, Stade, Qnitra, Rabat et Casa, et je pense que peut-être que j'en oublie. Donc, il y avait vraiment une capacité de championnat dans tous ces clubs à sortir des joueurs comme ça, et des joueurs qui, bizarrement, alors il y en a qui ont fait des belles carrières internationales, je pense à Tahar, à Hadrioui qui sont allés au Portugal, enfin on va pas faire toute la liste à chaque fois, mais il y avait une capacité à se transcender dans le maillot de l'équipe nationale. Par exemple, Basser, c'est un joueur de l'équipe nationale. C'est-à-dire Basser Raja, c'est un très beau joueur, mais en équipe nationale, il était en transe. Je mets au défi n'importe quel Marocain d'imaginer qu'il va donner autant de passes décisives. C'était des gens qui se transcendaient, et c'est crédit qu'il faut donner à Henri Michel aussi, parce qu'il les a mis dans une situation de confiance extraordinaire. Et quand tu vois un attaquant comme Camacho ou Basser taper en première intention des demi-volées sans contrôle, c'est vraiment le signe d'une énorme confiance. Et le capital de l'attaquant, c'est la confiance. C'est-à-dire ne pas réfléchir, être capable de frapper spontanément dans une gestuelle qui est vraiment directe et spontanée. Et ça, c'est le fait d'avoir été rassuré et mis dans ces conditions-là par Henri Michel. Franchement, oui. Le sélectionneur national a joué un très grand rôle dans la réussite de cette équipe. Il y avait un rapport paternel aussi, quand tu parles, il lui parle, etc. Il y avait quelque chose d'intime dans cette équipe. Oui. Quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le départ d'Henri Michel, surtout pour le cas de Camacho. Par la suite, il n'y a pas eu grand-chose et il va raccrocher les crampons à l'arrivée d'autres coachs. Bon, il va jouer aussi avec Humberto Coelho, mais ça va pas être... Il est à la Coupe d'Afrique 2002, j'y étais, donc je m'en rappelle, qui est une équipe un peu de transition, qui est un peu la fin de cette génération-là. Quoi. Exactement. Et malheureusement, pour lui, il n'a jamais marqué en Coupe d'Afrique. Il a marqué en éliminatoire de Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. Il a marqué en Coupe du Monde, mais jamais en Coupe d'Afrique. Il faut faire un podcast sur la malédiction de la Coupe d'Afrique. Ah, ça c'est... Je pense qu'elle Parce que par la suite, oui, il y a eu de grands joueurs. On a toujours ça à travers la gorge. On n'a jamais eu de réussite en Coupe d'Afrique, sauf celle de 76, mais je pense que ça date maintenant. Ça date beaucoup, mais c'est un bonhomme aussi il s'appelle Camacho en hommage à un footballeur, mais c'est dingue parce que le footballeur en question est un footballeur espagnol qui joue défenseur. Ouais. Et qui, je ne sais pas comment, un jeune Messi a récupéré ce surnom de quelqu'un qui est pas du tout à son poste, parce qu'on voit actuellement les Trezeguet, etc. Il y a un Platini, je crois, au Cap-Vert, mais c'est toujours plus ou moins le même poste. Mais là, non, ça n'a rien à voir. Alors après, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas d'internet, on voyait les matchs de loin, quand on savait pas. Peut-être Camacho, il pensait qu'il était attaquant. Je sais pas c'est quoi le lien, mais en fait, parce que petit, c'était vraiment mon icône, j'avais le maillot de Camacho, le numéro 9, floqué Camacho, mais avec K. Franchement, je sais pas. Ouais, il traînait, effectivement, je le voyais, ouais. Alors que l'original c'était avec un C. L'original c'est Hadda surtout, il s'appelle Abdelil Hadda. Oui. Voilà, donc je sais pas. La FIFA, d'ailleurs en Coupe du Monde, il a son vrai nom, il a pas son. D'après ce que j'ai compris, le surnom Camacho est venu après la Coupe du Monde quand il est parti à Gijón, non? Non, c'était avant. Non, on le connaissait comme Camacho. Depuis toujours. Ah, depuis toujours. D'accord. Depuis toujours, et je peux même te dire qu'il y a des gens qui ont découvert son vrai nom à la Coupe du Monde. Ah d'accord. Quand on a mon grand âge me permet de te contredire, mais quand on était quand on vivait le truc, c'était Camacho, quoi. Voilà. En championnat du Maroc, c'était Camacho. Et on en profite aussi pour signaler que le CODM a malheureusement chuté lourdement.
Voilà, comme le CAC de Chipo. Et c'est un petit peu triste de voir des grandes villes comme ça, des grandes places fortes du foot péricliter. Ah ben, c'est malheureux. Et en fait, ce qui est sympa avec Camacho, c'est que moi, je le voyais toujours comme quelqu'un qui a du caractère, qui est vraiment Il est très douce, présent. monsieur. Alors que voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on peut appeler une force douce. C'est quelqu'un qui s'impose sans gueuler en faisant les Oui, choses. parce que son jeu, effectivement, est physique. Hein. C'est le vrai avant-centre qui prend la profondeur, qui joue des épaules, qui a un jeu de tête, qui déménage. Quoi. C'est le modèle un peu, pour ceux qui l'ont pas vu jouer, qui c'est qui ressemble à ça aujourd'hui. C'est Barcel, lui, c'est le gars technique, vif, petit, plus dans le crochet, le changement de direction. Mais Moi, Camacho, c'était... j'ai envie de dire Hamdallah aujourd'hui. Ouais, alhamdoulilah, moi je le vois plus, ouais, je vais te dire, même au niveau international, attends, qui on pourrait trouver, qui est dans ce monde-là, Gignac, ce genre de joueur un Oui. peu, tu vois, un peu taureau, quoi, qui bouge la défense physiquement. Et ce que je n'oublierai jamais, c'est que Schirer. pendant le JT de la première chaîne, il y avait toujours son but. J'ai oublié quel but, mais il y avait son but et envoyé chaque jour, celui de Camacho et de Basser. Et ça participe aussi. Voilà. Basel, les bras écartés, et Camacho, le maillot sur la tête, c'est vraiment une image que tout le monde connaît. Est-ce que tu connais Camacho, Rita? Oui, mais alors maintenant tu me dis à quoi il ressemble, aucune idée. Vraiment, je me souviens de lui, je me souviens qu'il jouait bien, mais voilà, ça s'arrête là. Ben merci Younes, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur Camacho? Ah ben, je pense que j'ai fait un peu le tour. Merci beaucoup. Et je me tourne vers Rita et je te demande de qui tu veux nous parler, s'il te plaît. Ben moi c'est... Sans note, les bras croisés. Ouais, franchement j'ai rien préparé, je vais aller au ressenti. Moi je vais parler de Hicham et Momo du boulevard. D'accord, Hicham et Momo du boulevard. Oui, du boulevard. D'accord. Sur le thème, le comte de Bourgogne, Hicham et Momo du boulevard. Voilà, c'est un... Qui sont ces gens? Je fais le débile, hein, excuse-moi, mais je suis obligé là. Bah écoute, moi, ces deux personnes-là, je les ai découvertes très tard, donc comment je vais les décrire? Ben, c'est deux mecs qui ont eu le courage et qui ont pu prendre des risques et pouvoir ramener des styles de musique qui n'étaient pas forcément mis en avant au Maroc et qui ont pris le pari d'organiser des concerts métal, rap et tout ça, alors que, après je suis pas sûre, mais personne n'avait envie de mettre en avant ces musiques-là. Et t'as deux petits fous qui prennent le risque d'organiser ça et d'arriver à en faire un festival qui a grandi, qui maintenant est une référence au Maroc et à l'international. Et je trouve ça génial. Et en plus, j'ai eu l'honneur de travailler avec eux et de le connaître personnellement. Donc, je trouve ça génial d'avoir des icônes que tu as fréquentées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler et leur rendre hommage. Alors, l'aventure du boulevard, je pense qu'elle commence vers 99 ou 80, voilà. Ça commence dans une salle qui s'appelle La Folle, qui est boulevard Mont-Sablon-d'Ancel. Et ça commence dans une salle, c'est Exactement. une seule journée, voilà, sous forme de concours pour les groupes amateurs, effectivement ouvert au style de musique alternatif, c'est-à-dire tout le monde, en fait, sauf ceux qui passent à la télé, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Et ça se transporte de tête en 2003. Au stade du Coq, qui est un stade de rugby. Et là, ça frappe l'opinion publique marocaine par la taille du truc. On a joué dans l'édition 2003, donc je me rappelle très bien. Je me rappelle même de Momo qui me dit on va aller dans un stade de rugby. Je suis fou. Il n'y a pas de tête d'affiche. Il y avait nous, Abalaz et Kingston, si je me trompe pas, et des groupes. Voilà, c'était soi-disant les entre guillemets têtes d'affiche. Personne ne connaissait, hein, et le stade était rempli parce que c'est là où tu l'as dit et je vais le répéter, c'est là où Hicham et Momo sont très forts, c'est qu'ils ont fabriqué une marque. Le boulevard, c'est une marque. Exactement. Donc les gens qui viennent voir, ils connaissent pas Roba, ils connaissent pas l'époque Darga, Berez, ils connaissent pas ces groupes-là. Et Mafia, c'était les premiers groupes qui sortaient de ce monde-là. Mais par contre, ils savent qu'avec le label Boulevard, qui est en fait la marque de Momo et Hicham, ils vont avoir ce qu'ils cherchent. Exactement. Et donc, le stade était rempli pendant 3 jours au Coq avec aucun groupe connu. Et sans Internet, sans réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait Internet existait, mais c'était, je pense que personne chez nous, ni dans le groupe, ni dans le public était connecté. C'était encore un peu cher, c'était encore un peu rare. Ne parlons même pas des téléphones connectés, etc. Donc, il y avait cette marque-là et le bouche à oreille qui faisait que, moi, je me rappelle le premier concert de Roba La Folle était pleine. Alors que, je le répète, parce qu'il y avait une marque, on va voir les concerts de La Folle. Et il y avait des interconnexions, c'est-à-dire tu aimes le rock, bah tu vas voir la fusion, tu aimes la fusion. Et même pas, même quand tu n'es pas forcément fan d'une des musiques, tu vas découvrir parce que tu te dis, waouh, ça existe dans le pays, parce que tu n'avais aucun moyen d'avoir accès à ces musiques-là. Donc c'est génial, moi je trouve ça vraiment génial d'avoir osé le faire, d'avoir commencé par une petite salle et puis finalement tu te rends compte que le public était en attente de ça.
Et c'est ce qui a permis d'aller dans des endroits plus grands. C'est génial, franchement. Et il y avait un côté un peu cathartique dans le fait de se dire waouh, on est l'underground, mais on remplit un stade. Peut-être que c'est nous le ground, en fait. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait. C'est un peu le côté coming out. Waouh, tous ces gens-là, en fait, il fallait juste que ces gens-là, voilà, il fallait juste que ces gens-là se rencontrent un jour pour se dire, peut-être qu'on est la majorité. Et que. Peut-être pas la majorité, mais de se rendre compte de la puissance de leur énergie. Ouais. Alors, on peut rentrer un peu dans le détail de ce duo. Hicham et Momo sont deux individus séparés, d'accord? Oui. Alors moi déjà ça me fait tout le temps rire parce que pendant des années je l'appelais Momo Merai, tu vois, parce que je voyais son nom sur les écrits et quand j'ai eu la chance de faire Jidar avec le boulevard, à chaque fois que la Wilaya m'appelait, il me disait Silmrare. Et je comprenais jamais de qui il parlait. Je disais, mais c'est qui celui-là? Il me disait, ouais, c'est le mrari اللي خدام معاكم كنقولوا لا ما كنعرفوش كيقول لي هذاك مومو. Donc déjà, son nom de famille c'était. Et alors les deux, je trouve que Momo est un personnage haut en couleur et t'as Hicham qui est plus dans les coulisses, qui est assez réservé, mais tous les deux font un travail magnifique. Momo est plus dans les PR et Hicham est plus dans l'orga, la com et tout ça. Et le duo. Peut-être que sur papier, le duo ne marcherait pas, j'en sais rien, tu vois, parce que c'est deux personnalités complètement différentes. Mais quand tu les mets tous les deux, il y a une espèce de synergie qui se crée et ça fait des miracles. Ah ouais, alors je vais rajouter une couche. Alors Momo, tout le monde aime Momo, en fait, c'est ça le secret. Mais de façon sincère, c'est pas le résultat d'une démarche politique ou d'un calcul en se disant je veux obtenir la sympathie de ces gens-là, donc je vais faire ci. Non, il a une telle capacité à entrer en contact avec les gens que tout le monde l'aime. Mais tout le monde, mais même des gens qui ne s'aiment pas entre eux. Exactement. C'est-à-dire que quelles que soient les opinions politiques, le niveau social, un moment qui Exactement. Et Hicham, effectivement, il est plus réservé, il est plus dans la rigueur. C'est-à-dire qu'au moment où il va te promettre tout. Tu sais, moi, je vais vous dire un moment. Je vais vous dire, concrètement, c'est quoi? On avait une salle pour répéter. Il y avait, je sais pas combien de dizaines de groupes qui se bagarraient pour aller répéter. À la folle. Je parle des années 2001, 2002, 2003. Il arrivait ce qui arrivait régulièrement. Alors oui, j'oublie un détail, c'est que la salle, quand tu commences à répéter, tu dois installer. Tu dois installer la batterie, brancher. Donc déjà, tu as 1 heure d'installation pour peut-être 2 ou 3 heures de répète. Donc ensuite, tu es pressé. Et là, tu arrives, il y avait 2 groupes. Il y avait nous et un autre groupe. Et donc c'est très énervant parce que toi tu en allais jouer à ce soir-là, on voulait répéter tout le temps et on se trouvait avec un autre groupe. Moment ça comme la salle, ou dans la salle, etc. Donc il y a tous les ingrédients pour l'explosion. Et ce qui est très drôle, c'est que quand Momo arrive, il va réussir à trouver une solution. C'est sa connerie, hein. C'est lui qui a donné la salle à tout le monde. C'est lui qui veut même pas faire un tableau comme un cours de tennis ou un truc avec 20 heures. Non, il veut pas faire ça. Il a dit ouais, 12. Et tu te dis ça va exploser. Non, il trouve une solution. Il invite un groupe chez sa mère. Qui prépare le goûter. Mais vraiment, c'était un personnage de la folle. Hein. C'était un vrai personnage de la folle. Elle connaissait les groupes. Elle va préparer un petit goûter chez Haja pendant que l'autre groupe. Voilà. Et ça va très bien se passer. Voilà. Et c'est-à-dire que tu as l'impression qu'à force de dire oui à tout le monde, il va créer une bombe à retardement. Et finalement, elle explose jamais. Voilà. Jamais. Ben oui, moi, en fait, quand ma première édition du Boulevard, c'était tard. Non, la deuxième. Et j'étais hyper énervée parce que j'étais pas prête, genre pour le groupe qui arrivait en loge à 14h. Il était 11h. Et moi, vu que je viens de l'event, c'est rigueur, c'est le timing et tout. Et lui, j'étais vraiment en colère et les groupes commençaient à arriver. Et il arrive et en 2 secondes, il arrive à me calmer. Il me dit, mais pourquoi tu te prends la tête? C'est bon, 14h, ça va être prêt. On est le boulevard Arty. Et d'un coup, je baisse d'un ton et finalement, à 14h, tout était prêt. Mais là, tu mets le doigt sur un point très très important qui est dont on a joué dans beaucoup de festivals et ce cocktail de sérieux et de décontraction, c'est-à-dire c'est exactement ce qui te permet de monter sur scène comme un cheval. Exactement. Parce que tu as des gens qui sont tellement rigoureux, qui t'énervent. Sur les badges, les machins, le timing, l'horaire. Tu montes sur scène, tu bosses, tu vois, tu es là. Attention, Hadi, c'est qui? C'est ta femme, c'est ta fille. Non, là, pas de badge. Attends, tiens, vous avez loupé 25 minutes, vous pouvez jouer 43 minutes. Tu montes sur scène, tu fais ton boulot, mais tu as les gens qui sont complètement au roue libre, où tu sais pas, ça arrive au Maroc ou à l'étranger, hein, il faut être décontracté, où tu sais pas si tu montes à 20h ou à 25h, tu sais même pas si tu vas jouer avec Nahar. Ça existe aussi, c'est très énervant. Et eux, ils ont trouvé le bon équilibre, c'est-à-dire ça va se faire à l'heure, et en même temps on va créer une telle décontraction, une telle joie de vivre que dans les loges tu vas être heureux et tu vas monter. Les gars se fait les loges,
Voilà. Et c'est ça ce qui donne des concerts c'est un peu magique. spéciaux au Gaulois. Et ça, c'est le résultat, parce que les festivals, ils ressemblent aux gens qui les ont faits. Et ça, c'est cette espèce d'alchimie entre les deux personnages. Il y en a un qui est très sociable, et l'autre qui est plus rigoureux, qui fait attention à l'esprit, et qui fait attention à l'image, qui fait attention à ne faisons pas n'importe quoi, pas de logo trop grand, pas de machin, pas de truc. Et c'est ce duo-là qui a fait cet événement que moi j'adore. Voilà. C'est exceptionnel. D'ailleurs, ça se rejoint bien parce que tu as Momo qui est dans les PR et donc c'est toute la façade donc, qui fait que tu te sens bien. Et tu as le côté hyper discret mais rigoureux de Hicham. Et c'est exactement l'esprit du boulevard parce que même si ça a l'air d'être un truc genre en mode hippie, en fait, non, tu as plein de gens super sérieux qui bossent. Et la synergie des deux fait que on a super, franchement, moi j'ai travaillé sur plein de festivals et je retrouve la rigueur des autres festivals, mais ce que le boulevard a en plus, c'est cette petite graine de folie et où tu te sens à la maison, en fait. Même quand tu y travailles, en fait, tu te sens à la maison. Et c'est l'un des seuls. Et c'est une famille, même le public sent ça, c'est ce qu'il vient chercher. Exactement, c'est l'un des seuls festivals sur lesquels j'ai travaillé où quand il y a un problème, c'est génial. Ça peut être un petit souci ou un gros. T'as réellement toute l'équipe qui est autour de Momo et Hicham et tout le monde essaie de trouver une solution. C'est pas comme dans les trucs plus carrés où c'est ce département qui règle. Non, il peut y avoir un tout petit souci et t'as toute l'équipe qui va venir. Il y a un côté un peu tribal. Ouais, c'est côté familial quoi. Ouais. Autre chose, il y a un côté aussi sain à avoir un festival qui est né autour d'une idée artistique ou sociétale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de festivals au Maroc. J'aime les festivals, j'aime jouer dans les festivals, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. C'est vraiment toujours un grand bonheur, quel que soit le festival, quels que soient les programmes d'organisation, quelles que soient les conditions. Sincèrement, ça ne peut pas être une mauvaise soirée, en tout cas pour nous sur scène. Par contre, il y a des festivals qui clairement ne viennent pas d'une envie de partager ou d'une envie artistique, ou qui viennent d'autres considérations économiques ou j'en sais rien. Et celui-là, vraiment, et tu le sens. Et celui-là, il est vraiment drivé par la performance de ce que tu vas donner, par l'ambiance que tu vas créer, par la famille que tu vas souder, par les ondes que tu vas partager, par toute cette espèce de médicament social. Voilà, médicament social, je le dis tout le temps et j'y crois. Et il y a ce côté-là que tu sens dans cet événement-là. Et il faut rendre hommage à ces deux personnages pour avoir réussi à le créer et à le maintenir. Alors ça ressemble à eux, c'est-à-dire que ça peut ne pas avoir lieu parce que c'est toujours sur le fil de la corde, c'est voilà un peu, c'est toujours à deux doigts de. Mais sur la réalisation, voilà, bravo. Ouais, et puis tu le vois parce que sur le public, parce que j'ai jamais vu un public aussi hétéroclite, tu vois tous les genres. Moi, personnellement, mon plus beau souvenir, c'était mon premier concert de métal. Parce que j'étais pas fan de métal, tu vois, je bossais là-bas, je me suis dit, bon, allez, je vais aller découvrir. Et ce qui est beau, c'est que tu avais vraiment, alors, toutes les classes sociales, tous les âges, tous les horizons. Et à un moment donné, c'était génial parce que les métalleux ont commencé à faire un cercle et tourner. Et les gens ont commencé à se rajouter au cercle. Et c'était génial parce que je voyais un père barbu, mais avec sa petite fille, avec les petites couettes et qui était comme ça, enfin, qui faisait les gestes du métal. Tu voyais les métalleux complètement dans leur outfit de métal. Et c'était génial parce que tout le monde se parlait. Et ça, franchement, même si tu vas dans d'autres festivals, les gens ne se mélangent pas autant. Ça peut se parler dans le public, ça peut échanger. Mais le véritable mélange comme ça, tribal, voilà, et c'est génial parce que la volonté de créer ça, tu la vois sur le terrain. C'est absolument génial. Il y a un courage aussi, un courage sociétal ou un courage politique à aller comme ça, choquer un peu, parce qu'il faut dire aussi, il faut le dire, hein, mais c'est pas glorieux, mais il faut le raconter, qu'il y a énormément de sites d'infos, de soi-disant journalistes qui sont venus tenter de gagner du clic ou du papier à l'époque en effrayant les gens avec cette sous-culture. Quand tu n'en as pas les codes, effectivement, tu as l'impression que ce qui revient à peu près à montrer un film d'horreur en disant aux gens, regardez ce que font les acteurs. C'est à peu près le même délire, c'est-à-dire tu montres Saw et disent regardez, alors non, c'est un divertissement, les gens ils regardent ça, ils savent très bien que c'est une blague, si tu connais pas, si tu n'as jamais vu de film d'horreur de ta vie, effectivement, et que tu n'as jamais vu même de cinéma de ta vie, si tu n'as jamais vu de concert de ta vie, et qu'on te met un film d'horreur, tu vas dire waouh, ces gens ils décapitent. Non. C'est exactement la même stratégie qu'ils ont utilisée pour effrayer les gens, gagner du clic, etc. Et il y a un certain courage à rendre visible l'invisible, c'est ce qu'ils ont fait, et à défier un peu les règles qui peuvent être très très contraignantes du conformisme, en mettant les minorités, des minorités à l'honneur, comme ces communautés-là qui sont... moi, à chaque fois que je vais à la journée métal, je me dis, mais fin كانوا مخبين هاد الناس يعني بحال جاو العاشوره زعما السيد واش انت كتكون في janvier, février, mars, avril. Donc il y a un côté vraiment... Et ça, on a ça au Maroc, le côté moussem ou le bougeloud, je sais pas d'où ça vient, ce truc dit on va se déguiser, on va faire un truc et
Il y avait Et même des gens. d'ailleurs, moi, le métal, moi, je t'ai dit, c'est pas j'ai pas la culture métal, donc j'ai découvert un peu avec le boulevard. Moi, ce que j'adore dans ma plus belle claque dans le métal, c'était qu'en fait, j'avais quand même l'idée de donc il y a un peu de violence, un peu je suis rocker, je me la pète et tout. Et quand j'arrive et que j'ai en face de moi cette population de métalleux, je me rends compte que c'est les gars les plus sympas. Ah, ils sont doux. Que c'est les gars doux, les plus sérieux et disciplinés. Par exemple, moi, j'ai géré 2 ans les loges. Et ben, les jours où j'avais le métal, t'as des fois le public qui me disait, Madame, est-ce que je peux rentrer aux toilettes? C'est le seul public que je laisse rentrer en loge parce que je sais qu'il va rentrer aux toilettes et sortir. Tu vois, enfin, ils sont hyper sérieux. Les musiciens, c'est les plus sérieux. Et je me disais, waouh, regarde. Toute l'image qu'il y a. Je suis en train de réaliser que je vais devoir couper ce podcast si tu décides de parler des loges de Hoba. Non, je vais pas parler de Je suis en train de réaliser que nous allons faire marcher le copier, mais chicoler, copier, jeter. Non, je parlais en fait du public. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant comment ce public est un public hyper sérieux. Et que le seul truc qui pourrait être considéré comme pas sérieux, c'est juste la manière dont ils s'habillent et qu'ils accessoirient, c'est tout. Mais en fait, c'est un public. Mais bien sûr, ils sont sérieux. Les gens ne le sentent pas. Moi, je joue pas de métal, j'en écoute pas beaucoup, mais c'est une musique déjà très technique à jouer, mais vraiment très technique. Il faut un niveau de répétition et de rigueur sur la mise en place qui est consommatrice de beaucoup d'heures. Donc les mecs qui montent sur scène, même si vous aimez pas leur musique, je peux vous garantir qu'ils ont posé un niveau de travail pour la réaliser qui est très très important dans le contexte de la musique. Hein. Je le compare pas avec autre chose. C'est techniquement c'est terrible quand même. Moi je vois parfois des groupes qui ont plus de riffs dans un morceau que nous depuis qu'on a commencé. Voilà, donc c'est des gens effectivement très sérieux. Tu as raison. Et Younes, est-ce que tu es déjà allé au boulevard? En fait, vous avez parlé, je vous écoute depuis tout à l'heure, du côté de l'artiste, de l'organisateur, mais c'est un truc spécial, surtout quand j'étais très jeune, adolescent, et c'était une découverte. Déjà qu'il n'y avait pas le choix d'aller dans des lieux et participer dans des événements artistiques et culturels, et c'était une découverte, comment les gens s'habillaient, on découvrait des gens vraiment très space. Et c'est là où on a découvert plusieurs groupes et c'est là où on forme un goût musical pour moi et pour les gens qui sont de ma génération. C'était assez intéressant et je te remercie d'avoir évoqué le sujet parce que oui, c'est vraiment quelque chose qui a marqué toute une génération et je serai toujours reconnaissant. Je voulais rebondir sur ça et c'est une autre chose pour laquelle en fait j'ai un profond respect pour ces deux messieurs, c'est que en fait tu te rends compte, il y a une vraie crise identitaire au Maroc, tu vois, on sait pas du tout qui on est, pourquoi on est là et tout ça. Et je trouve que avoir ce genre de festival, ça permet. Moi, tu sais pourquoi tu es là? Oui, je sais, je fais pas de la politique. Non, mais je voulais juste. Non, je voulais juste souligner ça. C'est qu'en fait, quand tu vas dans ce festival-là, tu te dis, ouais, en fait, je peux avoir ma propre identité et l'assumer complètement. Bon, après, c'est vrai que si tu sors de l'enceinte du truc, tu peux être jugé, mais en fait, là-bas, tu es libre de faire ce que tu veux. Oui. C'est-à-dire, et moi, j'ai eu plein d'expériences de moi-même où, je me suis dit, allez, je vais essayer ce style-là, je vais essayer de parler à ces gens-là. Et en fait, ça te forge vraiment l'identité. Tu te dis, je peux être moi-même. Et en fait, j'essaie d'être moi-même avec tout un public qui essaie d'être lui-même. Et ça, c'est beau en soi, tu vois, ça aide vachement les nouvelles générations à poser une identité. Ou au moins avoir une partie de leur identité qui se met à jour. Voilà, qui se met à jour. Ou alors, ça peut aller plus loin. Nous, je me rappelle, à chaque fois qu'on joue au boulevard, il y a 2 ou 3 fois au moins, on se disait, tiens, on va faire un truc spécial au niveau du look. Un jour, on a joué tous en blanc. Alors visuellement, je suis pas convaincu que c'était la chose la plus jolie que vous ayez vue au boulevard, mais ça nous a frappé comme ça. C'est-à-dire que on a fait un boulevard avec des moustaches. C'est-à-dire que le boulevard, c'est vraiment le. Ouais, tu te lâches en fait. Ouais. Et ça devient on expérimental. A fait un boulevard avec des maillots de foot. On avait fait des maillots de foot. Et c'est la fête familiale grande et c'est comme ça un lieu comme le stade de foot parfois, comme un lieu qui est en dehors des jugements habituels. On peut danser, on peut s'exprimer, chanter. Ouais, tu es toi-même, tu lâches prise et c'est génial parce que tu sais que personne ne va te juger parce que tout le monde est dans le même état d'esprit que toi. Et donc, je trouve qu'on ne met pas assez en avant ces deux personnes parce que en fait, c'est un vrai modèle de succès. Parce que tu te dis qu'en fait, surtout quand tu les connais, donc tu connais leurs forces, leurs faiblesses, tu sais quand ils vont bien, quand ils vont pas bien. Donc, et qu'avec tout ça, ils sont allés jusqu'au bout de leur idée.
Et ils ont toujours trouvé la solution pour y arriver, alors que c'est jamais évident, c'est rarement évident. Chaque année, on se dit, putain, est-ce que ça va se faire ou pas? Et qu'ils y soient allés jusqu'au bout, franchement, je trouve ça, c'est génial et ça devrait être un modèle pour plein de monde. On devrait plus s'en inspirer. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast. Voilà. Pour s'inspirer de ça. Je te remercie beaucoup. Merci Merci à Rita, toi. merci Younes, Camacho, Momo et Hichem, 3 icônes marocaines pour le prix de Je 2. vous aime, Momo et Hichem, je vous aime, les gars. Salut à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, les amis. Produit avec le soutien de la MDJS.